Catherine André touche des femmes de toute culture, de tout milieu, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, la religion, c'est plutôt une sensibilité qui touche. Et on parlait des choses qui durent. Je peux vous citer une anecdote à Okinawa. Catherine André, de temps en temps, il fait des présentations de collection avec un étudiant qui a fait un magasin. À la fin d'une présentation, il y a une dame chinoise, japonaise, qui vient la voir et qui lui dit « Mais il faut que je vous dise quelque chose, j'achète vos vêtements depuis très longtemps. Je garde très précieusement. Je les garde pour les donner, comme dans la tradition japonaise à propos des kimonos, pour les donner à mes filles et mes petites filles. » Nous, on ne fait surtout pas des produits de luxe, en fait. Ah bon? Tout à l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait des produits très simples, des produits... Enfin, moi, ce qui me gêne un peu dans le mot luxe, on l'associe souvent à cher ou inutile, ou etc. Nous, on n'est pas du tout dans ça, on est au contraire dans un produit qui doit durer une vie, dans un produit qui vous correspond, dans un produit qui est pour vous. Et la chance qu'on a, nous, à l'Aïol, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un couteau de paysan, destiné à des paysans, avant toute chose. Et c'est peut-être ça le luxe, d'ailleurs, c'est que justement, on est sur un territoire. Et on est vraiment sur un produit qui a une histoire. C'est un produit qui, sans son environnement, ne veut rien dire. Oui. Enfin, vous savez, je vous raconte une anecdote, André Poutman. Donc André Poutman, qui avait 80 et quelques années, un jour elle arrive à l'Aïol et j'avais dit, je l'avais rencontré à Paris, et j'avais dit, si un jour on est à l'Aïol, madame, vous amènerez dans le plus grand restaurant du monde. Et en fait, André Poutman, donc, qui est arrivé à l'Aïol, en fait, cette année, a mangé chez Brasse. Et on a été manger sur une espèce de caillou, on a acheté des tomates, un bout de saucisse, on a été manger sur un caillou sur le Vrac, et je tiens parole, on mange sur le plus grand restaurant du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ça rejoint la discussion de tout à l'heure, et Poutman me dit, c'est la première fois qu'on m'invite à pique-niquer. On a eu une définition par M. Calmette du luxe et de son étymologie. Tout à l'heure, il y en a une. Et vous avez évoqué ce qui a du prix, ce qui est cher, c'était luxus, hein, je crois, l'étymologie latine. Oui. Il y a une autre branche étymologique qui est très intéressante par rapport au luxe, c'est celle qu'évoque Thierry. Luxus a aussi donné le mot luxation. C'est vrai. Et il y a dans ce terme, dans luxus, une notion qui est celle de rupture. Qui a donné luxation. Et en l'occurrence, je crois que ce qu'il faut retenir du luxe, pour décomplexer Thierry et ses couteaux, c'est qu'en réalité, c'est la différenciation. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, nous Français, à ne pas être trop obsédés par le Made in France. Parce que ça peut être un vrai danger pour le luxe. Le Made in France nous laisserait penser de manière réductrice que le luxe, c'est la fabrication. Et ce qui fait la magie du luxe, telle que seule la France a réussi à la faire, cette espèce d'alchimie, ce n'est pas que de la fabrication. Je pense que si on réduit la notion de luxe, de savoir-faire, au made in, c'est-à-dire à l'aspect manufacture et fabrication, et bien on se fait piquer les marchés, tout simplement. Parce que les Chinois savent faire ce qu'on fait, ils le savent, ils le font déjà. Hein, c'est pas que demain ils le font, ils sauront très bien le faire, bien sûr, s'ils ne le font pas déjà. Donc, à mon sens, ce qui est important par rapport à la spécificité française, ou voire même néerlandaise, c'est ce que j'appellerais de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire une intégration de talents. Il n'y a pas que le talent du fabricant, il n'y a pas que le talent de l'artisan. Il y a le talent du dessinateur, le talent du créateur, du studio, on l'a évoqué avec Kos, et encore avec vous, André, mais et puis pas seulement le studio de création. Les gens, on a en France, je crois, pour le luxe, peut-être avec les Italiens, les meilleurs commerciaux qui savent vendre de la valeur ajoutée de luxe. C'est parce que c'est un savoir-faire. Moi, mon entreprise actuellement, bon, on a fait 40% cette année à l'export, que ce soit aux États-Unis, Arabie, et puis un chantier au Mexique aussi. Alors le Mexique, premier pays producteur au monde de céramique, de terre cuite. Ah oui. Et donc, un client là-bas qui nous a commandé un conteneur complet de terre cuite fait spécialement
parce que il voulait avoir un produit français de qualité et donc il a payé peut-être 200 fois plus cher que s'il avait acheté à Mexico, mais bon. Voilà. La maison Cos a la chance de posséder aujourd'hui un savoir-faire qui est un savoir-faire unique. Et nous avons formé depuis 10 ans une quinzaine de personnes dans l'entreprise pour pouvoir transmettre ce savoir-faire. C'est un savoir-faire qui est donc, je disais, quasiment unique au monde, et c'est ce qui nous permet de travailler avec des grandes maisons de luxe françaises, parmi lesquelles figurent les maisons Chanel, Hermès ou Louis Vuitton. Et la démarche que nous avons entreprise depuis une dizaine d'années dans l'entreprise est une démarche assez originale, puisque l'entreprise COS, qui est une petite entreprise, a mis en place un studio de création qui nous a permis de collaborer avec ces maisons. Et ils ont besoin d'un relais qui comprenne très rapidement leurs demandes et leurs attentes. Et c'est sur cette base-là qu'on construit d'abord la relation, avec la maison COS. En fait, on s'est aperçu qu'on a tous tendance, nous du moins, on avait tendance à galoper la Chine, tous les pays émergents, les îles là. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de marchés tout autour de nous, déjà en France et je vous raconte même pas d'Europe. Et en fait, en se reconcentrant sur la France et l'Europe, on s'est aperçu qu'on avait même augmenté le chiffre d'affaires en ayant arrêté l'export, enfin le grand export. C'est-à-dire qu'en se reconcentrant sur tout simplement la France, sur tout simplement l'Europe, on pouvait faire fonctionner l'entreprise sans aucun souci. C'est-à-dire qu'avant de partir même aux États-Unis, la Chine, le Japon et tout ce qu'on veut, il y a déjà pas mal de marchés en France et en Europe. Jusqu'à Internet, les marques, surtout dans le haut de gamme et dans le luxe, avaient pour tradition d'appliquer une méthode qu'on appelait le marketing de l'offre. Par opposition aux grandes maisons de grande consommation, comme les Danone, comme les grands magasins, qui faisaient du marketing de la demande, comme les couches Pampers et autres. On interrogeait les gens pour savoir ce qu'ils veulent et puis on faisait ce qu'ils veulent. Maintenant, on disait toujours que le luxe, et moi j'ai grandi à cette école, quand j'ai commencé dans les années 80 chez Pelletier, on disait le luxe c'est le marketing de l'offre, c'est-à-dire c'est la maison souveraine qui décide de sa création, qui réalise sa création et qui la met sur le marché, sans interroger personne. En réalité, ce pourquoi, je crois, la culture Internet, pas nécessairement l'outil Internet, mais la culture Internet révolutionne le luxe, c'est que les gens aujourd'hui par Internet utilisent cet outil comme un véritable outil de démocratie pour aller taquiner, chatouiller, challenger les gens qui ont une posture souveraine. Et ça concerne le luxe aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les marques sont challengées. Il y a des sites qui se créent qui s'appellent, j'utilise un mot anglais parce que c'est surtout aux États-Unis qu'est née cette tendance. Quand quelqu'un n'aime pas une marque, qu'elle a quelque chose à lui reprocher, quand quelqu'un a été mal servi dans un magasin, il se met à créer un blog ou un petit site qui s'appelle Sticks. Et tous les gens qui ont besoin de vomir sur votre marque se retrouvent sur ces forums-là pour dire tout le mal qu'ils pensent de vous. Ça n'existait pas, ça. Il n'y a pas de véritable concurrence parce que le marché du luxe dans le domaine du bien est un marché de niche. La marque COS qui s'est positionnée dans le très haut de gamme depuis quelques années, et nous avons d'ailleurs ouvert une boutique rue de Castiglione il y a 5 ans maintenant, s'adresse à une clientèle qui aujourd'hui recherche des produits très haut de gamme, avec un savoir-faire, avec une identification de ce savoir-faire. Les marques de luxe sont des partenaires et pas forcément des concurrents. D'autre part, ils sont très... pour eux, il est très important de pouvoir préserver des fournisseurs comme nous. Et leur volonté, c'est que nous puissions également développer notre propre marque. Il faut savoir que nous avons une activité qui est quand même saisonnière. Nous fabriquons à partir du mois de mars et jusqu'au mois d'octobre. Et la stratégie de l'entreprise COS était véritablement de développer sa propre marque pour pouvoir fabriquer en hors saison ses propres collections, ce qui nous permet d'avoir une activité toute l'année. En 15 jours, nous nous rendons en Chine. Le plus grand groupe hongkongais, Joyce & Peder, organise une boutique, va dédier une boutique éphémère pendant tout l'hiver à Hong Kong, à Shanghai, à Pékin,
pour la Maison Cos. Ah oui. Ils seront présentés les collections de la Maison Cos, mais également une mise en scène des ateliers Cos. Il y a un véritable intérêt aujourd'hui dans le monde pour ces savoir-faire. Et produire à Lyon n'aurait vraiment aucun sens, puisque c'est ce savoir-faire Made in France qui intéresse aujourd'hui nos clients marques, mais également nos clients qui viennent directement dans la boutique. Alors là, c'est un petit peu récent, et je ne sais pas si la crise n'y est pas pour quelque chose. Notamment cette année, là, on termine l'exercice fin septembre, et en regardant les chiffres, je m'aperçois que les sales d'occasion ont doublé par rapport à l'année dernière. Il est évident que pour nous, c'est intéressant de reprendre les sales d'occasion et de revendre des sales neufs, c'est un peu comme le marché de la voiture. Hein. Et puis en plus, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une selle neuve tout de suite, ben on prend la place qu'un concurrent pourrait prendre. Il existe ce qu'on appelle les EPV, entreprises du patrimoine vivant. Oui. Et une circulaire qui date d'un mois ajoute dans ce panel des industries agroalimentaires auxquelles, effectivement, peuvent participer le Roquefort et ainsi de suite. Et entreprises du patrimoine vivant en font partie l'ensemble des personnes qui sont autour de la table. Et ce qui est remarquable, c'est que la moitié des EPV, des entreprises du patrimoine vivant de Midi-Pyrénées, sont aveyronaises. Ce qui paraît important pour moi aujourd'hui, c'est surtout de ne pas avoir de complexe. Si on parle de l'Aveyron, il faut rester humble, mais il ne faut pas complexer. Et je crois, et moi j'en ai déjà parlé avec Thierry, moi c'est par rapport à l'Aïeul, Thierry n'aime pas le mot luxe. Pourquoi complexer par rapport à ça? Il fait du luxe. Donc après tout, si lui ne revendique pas le luxe, ça va être un mec d'à côté, un étranger qui va lui piquer le mot luxe pour faire des photos qui vont ressembler. Parce que c'est vrai que le mot luxe est terriblement galvaudé. On voyage tous, vous avez tous atterri dans des aéroports, que ce soit au Moyen-Orient, même en Russie, oui. En Asie, en Amérique du Nord. Le premier mot souvent que l'on voit, c'est le mot luxe. Alors on atterrit quelque part, avant même d'avoir montré son passeport, on voit Luxury Condominium, Luxury Spa, Luxury Experience, Luxury House, Luxury Swimming Pool. Oui. C'est un des mots aujourd'hui les plus galvaudés. Alors pourquoi nous, les Français qui l'avons le mieux élaboré, le mieux cultivé, est-ce qu'on devrait s'en priver et faire un espèce de complexe à la con? Je pense que c'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'à mon avis, les couteaux Laïol sont des couteaux de luxe. Parce que tous les ingrédients sont là.